Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les mardis avec Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié de Smart Patrimoine, des investissements alternatifs, passion ou plaisir. Et en l'occurrence, nous nous intéresserons dans un instant à l'investissement dans le vin, alors que les vendanges 2022 viennent de se terminer. Les vendanges en tout cas qui concernent les millésimes 2022 viennent de se terminer. Nous nous demanderons avec Rémi Serrier, directeur général de PatriWine, quel est le potentiel de ce millésime 2022, mais de manière plus générale, ce qu'il faut regarder lorsque l'on veut investir dans le vin. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à la cartographie des risques 2022 édité par l'AMF. Nous reviendrons en plateau avec Patrick Ganancia, président de Erez, mais aussi Nathalie Janson, professeure associée d'économie chez Neoma Business School, sur les différents risques identifiés par l'institution en matière d'épargne notamment, ce qui nous amènera à évoquer le sujet des taux d'intérêt des banques centrales, mais aussi des SPAC dont on parle moins en ce moment, de private equity, d'ETF ou encore de produits structurés. Autant de sujets que nous traiterons donc dans la deuxième partie de Smart Patrimoine. On se retrouve tout de suite. Quelles sont les choses à avoir en tête lorsque l'on veut investir dans le vin et quel est l'aspect prometteur ou non du millésime 2022 en matière de récolte cette année? Autant de questions que nous allons poser à Rémi Serrier, directeur général de PatriWine. Bonjour Rémi Serrier. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Comme d'habitude dans Patrimoine Passion, on s'intéresse à des thématiques d'investissement, passion et ou alternatifs. En l'occurrence, on revient sur le sujet de l'investissement dans le vin. On en avait déjà parlé ensemble alors que les vendanges 2021 se terminer. On se retrouve un an après que nous annonce ce millésime 2022 aujourd'hui, alors que nous sommes en octobre 2022. Alors, un très beau millésime qui s'annonce. Donc, si on peut faire un petit parallèle avec mon intervention de l'année dernière sur le millésime 2021, on a des conditions qui sont plus du tout les mêmes. D'accord. C'est-à-dire qu'on a des conditions sur le millésime 2021 qui étaient très aléatoires. On a eu des épisodes de gel. Bien sûr. On a eu pas mal de pluie qui a entraîné pas mal de mildiou sur les vignobles. Mais les châteaux ont réussi à s'adapter et à vaincre ça pour arriver à faire quand même un millésime de très grande qualité. Là, on parle de 2021 ou 2021. D'accord. 2021. Et le millésime 2022 qui s'annonce. Alors là, on a un millésime 2022 qui a battu tous les records. C'est-à-dire qu'en termes de vendanges, déjà, on a des vendanges très précoces. Donc, c'est-à-dire qu'on a vendangé aux alentours du 1er septembre, alors que l'année dernière, on était plutôt à fin septembre. Et on a battu également de records en termes de sécheresse, en termes de chaleur, ce qui a entraîné derrière des productions de petites baies avec beaucoup de concentration cette année. Et derrière, on a par contre des quantités qui sont très limitées parce qu'il y a eu un manque de pluie. Donc on a des petites baies par contre qui sont très concentrées et on a un poids de la baie qui est d'environ 15 à 30% de moins que l'année dernière. Donc ça veut dire que les sécheresses qu'on a connues cet été, en fait, n'ont pas remis en cause les récoltes de vin au moment des vendanges en 2022, mais un peu quand même, c'est-à-dire qu'il y en a moins, c'est ça, tout à fait, ouais. Tout à fait, parce qu'il n'y a pas eu de pluie, tout simplement. C'est-à-dire qu'on a des toutes petites baies, mais par contre très concentrées grâce à la chaleur qu'il y a eu, le soleil. Mais par contre, derrière, on a des baies qui sont très concentrées, donc une qualité qui va être vraiment exceptionnelle cette année. Et donc, ce millésime-là a déjà très bonne presse auprès de toutes les propriétés qui ont vendangé tout ça. Et on s'attend vraiment à quelque chose d'assez sympa. Ouais. Une question quand même pour ceux qui nous écoutent, ça arrive qu'en septembre on dise que le millésime en question est à très mauvaise presse déjà ou est porteur de... très mauvaise presse, non, parce que maintenant les propriétés arrivent à s'adapter et mettent tous les moyens pour arriver à faire quelque chose. En fait, c'est juste la quantité qui va se jouer, principalement. Ouais. Soit on va avoir des volumes qui vont être beaucoup moindres, comme ce qui va arriver comme cette année 2022. 2022. Ouais. D'accord. Mais souvent, quand même, les châteaux arrivent à s'adapter aux conditions. La vigne également
également une mémoire, c'est-à-dire qu'elle va rechercher ce qu'elle a déjà vécu auparavant. D'accord. Et elle arrive quand même à s'adapter par rapport aux conditions qu'on peut avoir extrêmes d'une année à l'autre. Des quantités réduites, ça veut dire qu'on pourra moins acheter de millésimes 2022. Ça veut dire qu'automatiquement, on s'attend à une hausse des cours des vins d'investissement ? Tout simplement, hein, si la quantité est moindre, c'est-à-dire que oui, il y aura moins de vins disponibles. Les cours, bon, ça on le saura. On ne le sait pas encore là. Au moment de la sortie primeur, au mois d'avril, c'est là où les châteaux imposent le prix. Donc non, il se peut qu'ils puissent s'aligner sur le millésime antérieur. Ça, c'est eux qui décident, mais ça, en termes de prix, on ne peut pas avoir encore d'informations. D'accord, même si on sait qu'il y aura évidemment moins d'offres que certaines années auparavant, ce n'est pas pour autant qu'on peut déjà définir quel sera le niveau de prix du millésime 2022. On le saura vraiment au mois d'avril, même si on peut avoir une orientation par rapport à ce qui s'est passé, mais on le saura vraiment au moment de la sortie des primeurs. Bon, ça nous amène à revenir un petit peu sur cet investissement dans le vin, puisqu'effectivement, on peut acheter du vin pour le boire, mais on peut aussi investir dans le vin comme un produit financier, pour le coup, même si ça reste ce qu'on appelle un investissement alternatif ou passion. Qu'est-ce qu'il faut regarder ? Moi, j'ai parlé du prix en lien avec les vendanges, mais vous dites que le lien n'est pas forcément automatique. Comment on investit dans le vin et qu'est-ce qu'il faut regarder spécifiquement ? Alors déjà, on peut faire un petit comparatif sur 3 indices. Donc, on a le Livex 100, qui est la référence en termes d'indice de vin, donc qui représente les 100 vins les plus recherchés sur le marché. D'accord, on en a créé un indice financier. Voilà, tout à fait. D'accord, ouais. Avec le CAC 40, par exemple, et le DAX, l'indice allemand. Donc, on peut s'apercevoir que sur les 5 dernières années, on a quand même une augmentation sur le Livex 100 de l'ordre de 35,8%. Alors que le CAC 40 a progressé de 8 et le DAX a perdu moins 5%. D'accord. Perdu 5%. Donc le marché du vin se comporte plutôt bien ces dernières années. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de corrélation avec d'autres actifs financiers, il vit indépendamment des actifs boursiers par exemple. Exactement. Ouais. Donc après, comment on investit concrètement ? C'est-à-dire que nous... Et alors, avant d'aller sur comment on investit concrètement, est-ce qu'il y a un effet de vase communicant ? Alors, ça vaut pour le vin comme pour d'autres investissements passion. Est-ce que, je ne sais pas, lorsque les marchés financiers se portent bien, on va moins vers des investissements passion comme le vin, et quand ils se portent mal, on revient plus vers des investissements passion, ou c'est juste que les deux vivent leur vie de manière totalement indépendante ? Non, les deux vivent c'est de manière vraiment indépendante. D'accord. Donc, c'est vraiment une valeur refuge. C'est un produit qui fait partie intégrante de la culture française. On mise vraiment là-dessus et vraiment, qui ne rêve pas d'avoir dans sa cave des grands crus de Bordeaux. Donc vraiment, c'est vraiment un placement également plaisir. Mais ce qui est vraiment décorrélé des marchés financiers. Alors, je vous dites qu'il ne rêve pas d'avoir dans sa cave des grands crus. Est-ce que ça veut dire que quand on investit dans le vin, on les stocke dans sa cave, par exemple ? Alors l'idéal non, c'est bien évidemment pour l'investissement dans le vin, on peut faire ce genre de choses si on a des conditions de stockage optimales, mais derrière pour investir dans du vin, déjà en termes de sécurité, il faut faire appel à regarder si la société dans laquelle on va investir, la note d'information est bien enregistrée auprès de l'autorité des marchés financiers. Oui, bien sûr. Ça, c'est vraiment une donnée très importante pour ne pas aller n'importe où et pas faire n'importe quoi. Il y a une liste, effectivement d'investissements en biens divers qui est disponible sur le site de l'AMF. Il y a une liste blanche, exactement, et une liste noire qui est présente. Il vaut mieux choisir la liste blanche, c'est ça ? En effet, ouais. Et donc, vérifier effectivement qu'on fait appel à un intermédiaire qui montre pas de blanche vis-à-vis de l'AMF en matière d'investissement. Parce que les risques, c'est quoi ? C'est d'acheter du mauvais vin ? Parce que les risques, c'est dans un premier temps, c'est de ne pas avoir les vins. Il y a tellement de trafic, on peut voir ce qui se passe sur le net, qu'on peut tomber sur des vins qui sont non livrés, ou les vins d'accord, etc. Okay. D'accord, on peut faire face à des arnaques traditionnelles. Exactement. C'est pour ça qu'il faut vraiment être vigilant là-dessus et bien consulter cette liste blanche pour faire appel à des sociétés qui sont bien, où la note d'information est enregistrée auprès de l'AMF. Donc ensuite, on ne le stocke pas forcément soi-même, mais plutôt on fait appel à des acteurs spécialisés. Pourquoi ? Parce que ça permet de mieux le revendre, j'imagine, c'est ça ? Ça permet de mieux le revendre. Alors déjà, il y a une traçabilité qui est garantie, c'est-à-dire que toutes les caisses proviennent directement des propriétés. D'accord. Elles n'ont pas véhiculé sur différents endroits, et donc elles proviennent vraiment directement des propriétés. Et ensuite, les caisses sont stockées dans des conditions optimales, c'est-à-dire des entrepôts ultra sécurisés, avec des conditions de température optimales,
des capteurs d'hygrométrie qui sont tous les 2 mètres pour bien vérifier le taux d'humidité. Et tout cet ensemble-là est très important pour la revente parce que un vin qui va être racheté par la suite, s'il n'a pas été conservé dans des conditions optimales, le prix ne va pas être le même, il va être différent. Petite question un peu provocatrice, si on parle d'un vin d'investissement, personne ne le boit, pourquoi est-ce que c'est aussi important de bien le conserver ? Parce que au final, le but final, c'est que le vin soit bu. D'accord, oui, c'est ça. Le but final, on n'investit pas ad vitam aeternam sur le vin, il y a un moment où on boit la bouteille quand même. Et c'est ce qui fait le but de l'investissement, c'est que c'est au moment où la rareté s'installe. C'est-à-dire que plus un vin va être consommé, plus la rareté va s'installer, plus les prix vont augmenter. Et là, il est bien là le rôle de l'investissement dans le vin. Donc c'est très important parce que le but final, il est quand même pour une consommation. Alors, quand les primeurs arriveront, on aura un prix pour ce millésime 2022. Est-ce qu'il y a des facteurs qui vont jouer sur ce prix ? Vous disiez que la quantité récoltée pouvait être un facteur, mais pas forcément. Est-ce qu'il y a des facteurs qui font influer quand même le prix d'un vin ? Le facteur principal, mais sur du long terme, c'est bien sûr, comme je viens de parler, c'est la rareté. Ensuite, on a différents critères qui rentrent en jeu. On peut avoir les notations, pardon. C'est-à-dire qu'un vin va être, je prends l'exemple de Château Pape Clément 2009, qui avait été redégusté 4-5 ans après la sortie primeur, et il avait été noté 100 sur 100. Et dès le lendemain, on a pu se rendre compte qu'il y avait un impact directement sur le prix. D'accord. Ça, c'est un critère qui rentre en ligne de compte, qui est quand même très important. Ensuite, on a la notion de classement aussi. On a le classement au mois de septembre, là, qui est le nouveau classement de Saint-Émilion, qui sort tous les 10 ans. Et donc là aussi on a des châteaux qui vont monter de gamme. Je prends l'exemple du château Figeac dont on a beaucoup parlé cette année en Saint-Émilion, donc qui est passé premier grand cru classé A. D'accord. Et donc qui a atteint l'élite pour rejoindre le château Pavie. Donc ils sont 2 tout en haut de la liste, château Pavie et château Figeac. Et donc là aussi, même si on a des informations au préalable comme quoi ce sont des vins qui vont grimper, mais ça peut également avoir un impact sur le prix. D'accord, donc tout n'est pas figé. En fait, les grands châteaux ne sont pas ceux qui se vendent forcément le plus cher. Ça peut évoluer en fonction du vin en lui-même et des années pour le coup. Exactement. On a tous ces aspects-là font qu'il y a des variations qui se font, mais l'investissement en primeur reste quand même une valeur entre guillemets sûre. On a des variations qui se font et des rentabilités qui sont assez constantes chaque année. Alors pas peu importe les millésimes, mais sur des millésimes un peu moyens, on arrive à quand même des rentabilités qui sont quand même sympas. Et sur des grands millésimes qu'on a pu faire 2018, 2019, 2020 et 2022 qui arrivent, on s'annonce à des rentabilités assez important. Bon, on va devoir s'arrêter là. Malheureusement, on n'aura pas le temps de vous demander s'il y a des propriétés que vous suivez de près, mais vous reviendrez nous en parler avec grand plaisir. Dans Smart Patrimoine. Je précise évidemment 2 choses. Tout d'abord, en matière d'investissement, que tout investissement qui propose un rendement présente un risque également. Ça vaut pour le vin comme pour n'importe quel autre type d'investissement. Et en l'occurrence, quand on parle de vin, il faut également préciser que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Merci beaucoup Rémi Serrier d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directeur général de Patriwine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine où nous allons passer en revue certains des risques identifiés par l'AMF dans sa cartographie des risques financiers pour 2022. Nous allons essayer évidemment d'avoir un biais épargne sur les risques que nous avons identifiés. Et pour cela, nous avons le plaisir d'être sur le plateau de Smart Patrimoine avec Patrick Ganancia, président de Erez. Bonjour Patrick Ganancia. Bonjour, merci Bienvenue de m'accueillir. Sur le plateau de Smart Patrimoine, mais nous avons également le plaisir d'être accompagnés par Nathalie Janson. Bonjour Nathalie Janson. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes professeur associé chez Neoma Business School en économie évidemment, mais aussi économiste et spécialiste des questions monétaires, régulation bancaire et ou crypto-monnaie. Alors je ne sais pas si on parlera de crypto-monnaie, peut-être, mais on va commencer par des risques un peu plus classiques avec vous, Nathalie Janson. Donc ce qu'on lit dans la cartographie des risques 2022 éditée par l'AMF, c'est notamment des inquiétudes qu'on entend déjà sur un certain nombre d'émissions ou qu'on lit dans la presse en lien avec l'inflation, la guerre en Ukraine, le redémarrage compliqué de l'économie chinoise et la hausse des taux d'intérêt des banques centrales. Et je cite le rapport qui dit que la hausse des taux d'intérêt pourrait avoir des conséquences dommageables sur l'environnement macro-financier au niveau mondial. La question qu'on peut se poser, c'est si on se passe du point de vue de l'épargnant, de celui qui se pose la question de savoir de son point de vue personnel dans quoi est-ce qu'il faut investir, dans quoi est-ce qu'il faut ne pas investir, est-ce qu'il faut changer ses allocations, en quoi ce risque financier au niveau mondial peut l'impacter directement.
Alors, il peut l'impacter, ça peut être une bonne et une mauvaise nouvelle pour lui, c'est-à-dire qu'en fait, les hausses de taux d'intérêt sont évidemment une bonne nouvelle pour les épargnants, puisque ça veut dire que leur rendement d'épargne va s'aligner avec le taux d'inflation, donc ils vont quand même avoir un rendement positif, ce qui est quand même pas trop mal, quand on pense que l'inflation, même en France, elle est plutôt au-dessus de 6%, alors que vous avez des taux de rendement d'épargne qui sont quand même pas à ce niveau-là. Bien sûr, on est quand même dans un rendement négatif, donc la remontée des taux est une bonne nouvelle pour eux. Là où effectivement ça peut être problématique, c'est que cette hausse des taux d'intérêt, on l'a vu avec l'épisode anglais, va provoquer des tensions sur le marché obligataire. Et évidemment, si vous avez des portefeuilles d'obligations et que vous voulez les changer cette allocation, et bien là, en effet, vous êtes ça peut être plus compliqué, puisque vous avez, qui dit augmentation des rendements, dit baisse des cours. Et donc, si vous devez vendre à ce moment-là, et bien effectivement, c'est pas bien. Donc, ça dépend vraiment de votre positionnement. Si vous n'êtes que à détenir des portefeuilles, je dirais qu'après, au fur et à mesure, ceux qui avaient des rendements plus faibles, effectivement, vous les avez dans votre portefeuille et vous aimeriez avoir celles qui auront des rendements plus élevés. Mais en tant qu'épargnant, la hausse des taux est quand même une bonne nouvelle par rapport à la protection contre la hausse de l'inflation. Et alors même qu'on entend souvent cette idée que l'objectif et le sujet des banques centrales aujourd'hui, c'est l'inflation, quoi qu'il en coûte, et quoi qu'il en coûte pour la croissance ou pour les économies, ça peut quand même rester une bonne nouvelle pour l'épargnant, ces hausses des taux d'intérêt. Pour l'épargnant, oui, toujours. Par contre, effectivement, il a des conséquences annexes, c'est-à-dire, effectivement, on pourrait entrevoir des tensions au niveau macroéconomique, mais qui ne vont pas entamer leur rendement à eux. Alors après, ça dépend, c'est toujours pareil. Évidemment, si ils épargnent, ils ont une épargne qui est plutôt en action, c'est plus compliqué. Mais bien si, sûr, effectivement, ils sont dans du rendement obligataire, ou s'ils ont tout simplement une épargne très tranquille avec, comme on a souvent, du livret A ou des choses comme ça, la hausse des taux ne peut être qu'une bonne nouvelle pour eux. De toute façon, dans un contexte d'incertitude, il est clair qu'on est plutôt à privilégier des scénarios où on est liquide, où justement on ne va pas se hasarder parce qu'on préfère essayer de comprendre ce qui va se passer après, à l'étape d'après. Patrick Ganancia, la hausse des taux d'intérêt de la Fed ou de la BCE, d'ailleurs, on ne sait pas encore si c'est fini ou s'il y en a d'autres à venir. Je vous pose la question doublement, est-ce que ça inquiète vos clients et est-ce que ça vous inquiète, vous, en tant que professionnel de la gestion de patrimoine ? Non, inquiet pas du tout. On a vécu d'autres crises depuis que le cabinet RS existe depuis 27 ans et on en vivra d'autres. Donc c'est pas un souci. Par contre, on est a priori en train de changer complètement de paradigme. À partir du moment où on change de paradigme, ça veut dire donc en effet que les taux d'intérêt montent et qu'il faut repenser l'intégralité de son épargne. D'accord. C'est-à-dire que les obligations qui n'intéressaient plus personne depuis 10 ou 15 ans, comme vous venez de le dire, elles vont retrouver de l'attrait. Mais ça veut dire que les actions doivent corriger, juste mathématiquement, puisque leur rendement devient un peu moins intéressant. Et évidemment, l'immobilier est celui qui peut souffrir en 2023 des conséquences de cette hausse de taux de 2022. Et c'est lui sur lequel il faudra faire attention parce que, évidemment, beaucoup d'épargnants français sont très investis en IMO, que ce soit l'IMO physique ou l'IMO papier. Et là, on aura des conséquences qui peuvent être importantes. Celui qui va s'enrichir le plus, finalement, c'est celui qui s'est beaucoup endetté depuis plusieurs années et qui a emprunté au taux ridicule auquel nous étions encore jusqu'il y a 6 mois. Puisque en 6 mois, on vient de refaire quasiment 10 ans en arrière de... Oui, bien sûr. Oui. Voilà. Vous mentionniez les marchés actions. Un petit mot rapidement. En 2021, au sortir de la crise Covid, enfin si tant est qu'on en soit sorti, mais en tout cas au moment où les économies occidentales ont rouvert, on évoquait énormément les SPAC. C'est ce qu'on appelait en fait ces coquilles vides qu'on introduisait en bourse qui ensuite allaient procéder à des achats d'entreprises existantes pour favoriser et faciliter l'IPO. Est-ce que ça figure dans la cartographie des risques de l'AMF qui constate qu'il y a eu un pic d'activité début 2021, mais que le marché se calme mais reste dynamique début 2022. Moi, j'ai l'impression de ne plus en entendre parler. Non, les SPAC, chez RS, on n'a jamais recommandé de SPAC. Les SPAC sont donc des véhicules d'investissement à risque élevé qui sont beaucoup basés sur le chef d'entreprise ou l'entrepreneur qui est à la tête du SPAC. Et finalement, on vient
donner une carte blanche à cet investisseur en lui confiant une partie de son épargne. Oui, donc tout repose sur une personne. Et tout repose sur une personne ou éventuellement une dream team autour de lui. Donc un risque élevé, un rendement sûrement élevé, mais avec peu d'élus à la sortie, à éviter encore plus quand on n'a pas de visibilité comme aujourd'hui. Et vous en voyez moins qu'avant ou en tout cas moins d'appétence pour le sujet? Nous, on en voyait peu et on vous en voyez plus du tout. D'accord. Bon, ça c'était une petite parenthèse. Autre sujet qu'on traite souvent dans Smart Patrimoine, on les passe un petit peu en revue pour essayer de comprendre. Alors toujours via le prisme des risques, c'est le private equity, le fait d'investir, Nathalie Janson, dans des entreprises de manière directe ou via des fonds, mais sans passer par les marchés financiers. On voit de plus en plus le secteur s'ouvrir aux investisseurs finaux, aux épargnants particuliers, exactement, sans passer par les investisseurs institutionnels pour le coup, même s'ils sont généralement sur les mêmes dossiers, mais il y a une part qui est ouverte aux investisseurs particuliers. L'AMF constate que l'essor se poursuit grandement, mais alerte quand même sur un certain nombre de risques, et notamment le risque de valorisation, avec ce que je lisais dans le rapport, cette idée que finalement la valorisation repose sur l'investisseur institutionnel et sur les due diligence menées par l'investisseur institutionnel, et que l'épargnant finalement ne peut que croire ce qu'on lui a dit lorsqu'il s'agit d'investir. C'est là un risque qu'il faut identifier quand on veut investir en private equity? Oui, mais le private equity, en fait, c'est là à nouveau on retrouve le fait que ce ne sont pas des entreprises cotées, donc effectivement on n'a pas cette cotation transparente entre guillemets qu'on peut avoir au jour le jour, voire à l'heure, oui. Donc on va se baser sur un autre tiers de confiance qui va nous donner une indication sur la qualité en fait sous-jacente des actions. Et alors c'est pas comme un SPAC, mais c'est quand même un peu pareil. C'est-à-dire que là, comme vous l'avez évoqué, finalement, c'est un investisseur institutionnel qui va donner en fait sa garantie que finalement ce portefeuille-là, en tout cas ces actions-là on peut valider, vous pouvez investir dedans. Donc là, je pense qu'il faut surtout que l'investisseur qui s'y intéresse soit tout à fait conscient en fait que son investissement est risqué. À partir de là, s'il veut faire sa propre analyse, libre à lui. Mais mais c'est un métier. C'est un métier. Et c'est pour ça qu'effectivement, ce sont les investisseurs institutionnels qui donnent, qui agissent comme garants. Bon, maintenant, il y a un effet de réputation pour eux, donc ils n'ont quand même pas intérêt non plus à se tromper. Oui. Mais malgré tout, ça reste des valorisations qui sont faites par des institutionnels. C'est-à-dire que l'information, elle est là, elle est traitée, mais elle est peut-être moins traitée que lorsqu'il s'agit d'actions cotées, puisque l'information est davantage disponible. Donc là, on retombe dans des problématiques en fait d'asymétrie d'information qui ne sont pas toujours faciles à gérer. Moi, je pense que le private equity est une classe d'actifs qui va énormément grandir au niveau des particuliers et des privés. D'abord parce qu'elle était réservée qu'à des grands privés et des grandes familles. Ensuite, elle était ouverte à l'assurance vie luxembourgeoise et aujourd'hui, elle pénètre l'assurance vie française et on sait que c'est là qu'il y a l'essentiel de l'épargne des Français. Le problème principal du private equity, c'est son absence de liquidité et la durée de son investissement. Alors même qu'il y a des offres liquides aujourd'hui justement dans l'assurance vie des Français. Alors vous avez des offres liquides mais avec des pénalités assez lourdes si vous sortez sans respecter. Donc il faut que l'investisseur accepte ça. Mais s'il accepte ces deux conditions-là, pour moi, c'est la classe d'actifs sur laquelle la performance sera le plus au rendez-vous. C'est la classe d'actifs où c'est un des investisseurs professionnels qui font des prises de participation dans des entreprises non cotées ou qui les vendent. Et donc, il n'y a pas la tentation du privé de vendre ses actions cotées au moment où il ne fallait pas parce que ça descend beaucoup, ou et de faire les erreurs que font parfois les épargnants privés. Là, on confie de l'argent à des pros. Et donc là, bien sûr, il faut diversifier, mutualiser, choisir plusieurs fonds et rentrer sur plusieurs millésimes. Ça, c'est vraiment la règle de base, ne jamais tout rentrer sur le même millésime, donc la même année. Donc si je vous suis, le risque en private equity, c'est la valorisation ou la liquidité pour l'épargnant final ? Le risque pour moi en private equity est très faible si vous avez une équipe de très grande qualité qui gère ses capitaux. Et aujourd'hui, vous avez des équipes anglo-saxonnes, françaises qui sont exceptionnelles. Donc vous allez avoir certains millésimes qui vont moins bien performer que d'autres, mais de manière générale, vous êtes très bien récompensé. Vous ferez de la performance positive, c'est sûr, avec des gens de qualité et des bons professionnels, mais vous devez accepter les 10 ans ou les 8 ans ou les 10 ans de blocage. Oui, c'est ça. On parle d'une épargne de long terme quand on parle d'investissement dans les sociétés non cotées, du fait, d'où l'illiquidité effectivement de cet investissement. Alors l'heure tourne, on n'aura pas le temps évidemment de dresser tous les risques de toutes les classes d'actifs cités dans la cartographie des risques de l'AMF. Mais un mot quand même, Nathalie Janson, d'une classe d'actifs, si on peut l'appeler ainsi, qui a eu le vent en poupe au moment où les marchés étaient haussiers. Il s'agit des ETF, avec une collecte record en 2021.
On est aujourd'hui dans des marchés financiers et dans des marchés boursiers plus compliqués. Est-ce que on doit tourner aujourd'hui la page des ETF selon vous? Je vais vous poser la question également, Patrick Ganancia. Les ETF, en fait, ça permet, c'est une démocratisation de l'accès à la gestion de portefeuille, hein, puisqu'en fait, vous allez passer de la gestion passive. Donc, quand on n'y connaît rien, enfin voilà, quand on n'a pas une connaissance, on n'est pas un insider, c'est un moyen d'avoir des portefeuilles très, très bien diversifiés. Bien sûr, et qui suivent des indices. Voilà, oui, bien sûr. Indices. Donc, c'est toujours pareil, quand on investit de toute façon sur les marchés, on n'est pas dans de l'investissement court. Donc, ce n'est pas une mauvaise idée d'aller sur les ETF. Je pense qu'ils continueront parce qu'ils apportent cette démocratisation. C'est compliqué, sinon, de jouer à l'investisseur privé. On l'a vu, hein, il y en a avec tous les néo-brokers, comme avec Robinhood, toutes ces histoires-là, où là, on a l'investisseur qui veut vraiment jouer le rôle de professionnel. Et ils se sont rendus compte que finalement, c'était peut-être un peu plus compliqué qu'il n'y paraissait. Donc, finalement, les ETF, dans ce paysage-là... Néo-brokers qui ont une part quand même assez essentielle, enfin, essentielle, je ne sais pas, mais substantielle dans l'utilisation, enfin, dans les outils utilisés par les nouveaux investisseurs. Hein. Selon l'AMF, c'est 20% des nouveaux investisseurs qui passent par des néo-brokers. Effectivement, c'est sur un public, une classe d'âge qui est effectivement très différente, qui n'est pas l'investisseur moyen, puisque c'est sur des beaucoup plus jeunes. Et en effet, des gens qui s'intéressent activement parce que la technologie nous permet en fait de jouer aux professionnels plus facilement qu'avant. Avant, c'était plus compliqué d'avoir des informations. Aujourd'hui, c'est plus simple. Mais donc, jouer aux professionnels, c'est plus risqué, c'est ça? C'est de toute façon... je pense que oui. Vaut mieux être professionnel, c'est ça? Après, quelqu'un qui a tenté, qui le fait jeune, peut-être que finalement, il va développer des talents et il peut être aussi bon qu'un professionnel. Mais il faut savoir que c'est un métier, en tout cas. Patrick Ganancia, les ETF dans un marché turbulent... Les ETF, c'est de la gestion passive. En effet, ça permet de ne pas avoir à s'en préoccuper, ne pas choisir le titre LVMH ou le titre Google, ou un fonds. Je pense que c'est un formidable outil quand on est convaincu que les marchés vont être haussiers. Parce que la plupart des fonds ont du mal à battre les ETF, donc les indices, dans des fortes hausses. Dès que vous êtes dans un marché baissier ou un marché en taux ondulé, vous avez intérêt à ne surtout pas être dans des ETF. Donc ça dépend après de votre conviction de marché. Nous, aujourd'hui, on n'est pas dans un marché fortement haussier. Donc, on est plutôt pas sur les ETF. Et puis, on reviendra sur les ETF si cette conviction chez RS revient. Et on préfère aller sur de la gestion active que passive en ce moment. Et alors, les néo-brokers dont on parlait avec Nathalie Janson, c'est quelque chose que vous suivez de près quand même, le fait que les investisseurs vont massivement sur des nouveaux outils sur les marchés financiers sans passer par des professionnels. Ça existait déjà avant. Ça existera toujours, bien sûr. C'est juste que les outils online permettent une démocratisation et permettent, avec des montants plus petits, d'aller faire ses investissements et de construire son portefeuille tout seul. Mais on constate beaucoup de clients qui, jeunes à 20, 25, 30 ans, se constituent leur portefeuille, font des choses comme ça. Et puis le jour où il arrive un événement patrimonial important, une succession, un événement de cash-out parce qu'ils vendent une partie de leur boîte, ils touchent des actions gratuites de leur entreprise et puis ils les liquident. Le jour où il y a des sommes conséquentes, là d'un seul coup, ils font plus ça. D'accord, oui, là on joue plus au professionnel, comme on disait. Ils viennent voir un professionnel et ils se font accompagner pour la stratégie à mettre en place. Oui, la taille du portefeuille, en fait, importe. Exactement. Beaucoup. Eh bien, on finira là-dessus. On n'aura pas eu le temps d'évoquer tous les risques associés, tous les risques identifiés dans la cartographie des risques éditée par l'AMF, ce qui est tout à fait normal. On n'a notamment pas parlé de produits structurés, mais on fera sûrement une émission dédiée sur le sujet. Merci beaucoup, en tout cas, Patrick Ganancia, président de RS. Merci Nathalie Janson, professeure associée en économie chez Neoma Business School. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.